Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en mode vidéo club de Retour à l'écran. Un épisode dans lequel nous allons remettre une nouvelle fois en lumière 3 longs métrages qui ont marqué nos années VHS. Avant de commencer, pour tous ceux qui comme nous ont longuement arpenté les allées de ces cavernes à films où se réunissaient de véritables passionnés, on vous recommande l'excellent documentaire de Vincent Lebrun, Génération Vidéo Club, produit par l'Atelier d'Images et dont vous avez pu entendre quelques extraits lors des 2 précédents épisodes. Sur le même sujet, on vous recommande également le non moins excellent livre de Lucas Balbo, VHS Story, un spécialiste que le compère Mick a récemment interviewé pour Retour à l'écran. Un entretien à retrouver à partir du 22 mai 2023 sur notre site, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast. En attendant, on se replonge dans nos souvenirs de découverte de films sur bande magnétique. La dernière fois, on s'était quitté sur les trottoirs crasseux du New York des années 80. On décolle cette fois-ci pour des contrées très très lointaines. On va quitter New York, on va aller vers d'autres univers. Et je vais vous parler de Star Trek 2. Ouais, la colère de Khan. La colère de Khan. Ça aussi, je crois que c'est comme Rambo. Je crois que c'est un des plus grands souvenirs de cassette. Donc la colère de Khan, pour vous remettre dans l'ambiance, donc c'est le Star Trek 2. Il est sorti en 82, encore un film de 82. Je suis assez finalement, je le fais pas exprès, hein, mais j'ai dû. Après, il faut dire que ça a été une grande année pour le cinéma aux États-Unis. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a été consacré au fameux été 1982 à Hollywood. Donc, ce documentaire, il s'appelle Hollywood 82. Il a été diffusé sur Arte et je crois qu'il est toujours disponible sur YouTube. Il était une fois à Hollywood un été magique, fait de barbares, de monstres effrayants, de vaisseaux spatiaux et de télévisions possédées. Ces quelques mois voient se succéder 9 films, 9 univers fabuleux qui resteront gravés dans les mémoires. Aujourd'hui, tout le monde se souvient avec nostalgie du vent nouveau qui souffla sur l'année 1982. L'Amérique semble enfin prête à respirer à nouveau, tandis que les studios vont, sans s'en rendre vraiment compte, révolutionner le cinéma de divertissement en sortant en salle, lors de cet été 1982, 9 films aux univers inédits qui allaient tout changer. Une révolution qui avait déjà été amorcée quelques années plus tôt, avec Les Dents de la Mer de Spielberg, sorti en 1975. L'Amérique s'apprête enfin à faire table rase des années 70 et à vivre un été magique. Et parmi les films qui sont sortis cet été-là, il y a eu E.T., il y a eu Blade Runner, il y a eu Tron, il y a eu Conan le Barbare, il y a eu Rocky 3. Ouais, quand même. Et il y a aussi donc Star Trek 2. Star Trek 2 qui raconte l'histoire de Khan, un malfrat qui avait été abandonné par le capitaine Kirk sur une planète hostile et qui finalement ressurgit et décide de se venger donc du capitaine Kirk et de son équipage. Il s'attaque à moi. Il s'attaque à moi et je veux avoir sa peau. Autour des lunes de Nibi, je le pourchasserai sans pitié, ou bien autour d'Antares et de son maelstrom à travers le feu et les ruines, mais rien ne peut m'obliger à lâcher ma proie. Il a un peu vieilli, ça picote un peu quand même, mais... Je trouve pas du tout, alors peut-être parce que j'adore ce film, mais je trouve pas qu'il est vieilli, il y a tellement de scènes... exceptionnel, encore une fois mythique, je vais le dire jusqu'à plus soif, hein, mais là encore une fois je peux pas dire autre chose parce que tu vas en parler, mais moi je vais juste citer vite fait et tu vas peut-être développer, mais il y a la scène du Kobayashi Maru qui est mythique, il y a la scène des parasites dans les oreilles, il y a le personnage de Khan qui est dingue, il y a la mort de Spock, je spoil, je m'en fous. Mais c'est ça le plus important dans ce film, hein. C'est cette scène qui est absolument... Enfin bon, bref, on va y revenir. Donc le film est sort en 82 en France, il est réalisé par Nicolas Meyer, à qui on doit C'était demain et un autre Star Trek 6 qu'on avait vu ensemble pendant une soirée cinéma. Exactement. Et que j'aime beaucoup et que j'avais... Bon, peut-être parce que justement on l'a vu ensemble et je crois qu'on l'avait démonté. Ouais, il y a de ça. Je sais plus, un petit mais peu, je crois qu'on l'avait un peu démonté et que en fait je trouve qu'il est pas si mal. Je l'aime bien, il y a un côté enquête qui était sympa. Bon, bref, on va revenir sur le Star Trek 2. Alors justement, tu parlais de Nicolas Meyer, il en parle de son arrivée sur le projet Star Trek 2
justement dans le documentaire Hollywood 82. Quand j'ai rencontré Harve Bennett, on m'a engagé pour réaliser une suite, pas pour l'écrire. Il a dit « Oui, on attend la version 5. Elle devrait arriver. » J'ai répondu « Ok, prévenez-moi quand elle arrivera et je la lirai. » J'ai attendu, puis j'ai oublié, et puis je me suis dit un jour au réveil, qu'en est-il de ce Star Trek? J'ai appelé Harve en disant « Où est le scénario ?» Il m'a répondu « Je ne peux pas te montrer ça, c'est nul. » J'ai dit « Ah bon, et qu'en est-il de la version 4 ou 3 ?» J'ai fini par lui dire « Voilà mon idée. Pourquoi ne dresserions-nous pas une liste de tous les éléments que nous apprécions dans ces 5 scénarios? J'essaierai alors de les assembler dans un tout nouveau scénario. » Et de fil en aiguille, les thèmes du film m'apparaissaient clairement. L'amitié, la vieillesse et la mort. C'était ça les thèmes. C'est le film qui va vraiment donner le ton à cette franchise parce que on avait eu un Star Trek 1. Personnellement, j'ai un souvenir du Star Trek 1 chiant. Moi, j'aime bien. Ils avaient essayé de faire une sorte de 2001 de l'Odyssée de l'espace ou de Rencontre du troisième type, je sais pas trop, mais c'était pas très réussi. Moi, j'aime bien le premier. Il y a un truc, j'aime vraiment bien le premier, moi. Mais je comprends, c'est très différent. Moi, j'aime beaucoup aussi le premier. Je l'ai pas revu. En fait, je l'ai pas revu. Je n'ai toujours pas eu envie de le revoir. Mais bon, voilà. Mais ce Star Trek 2, ça a été voilà. Pour faire juste une aparté sur le premier film, il faut juste rappeler que ça a été un film qui a été extrêmement compliqué à monter. C'est une production qui a duré plus de 4 ans. Au départ, ça devait être une nouvelle série qui finalement s'est transformée en film. Que les producteurs à l'époque se sont posé beaucoup de questions parce qu'il est arrivé les succès de Star Wars, du Rencontre du troisième type. Et donc il fallait se démarquer de tout ça en proposant un film un peu différent. Et c'est vrai que le film est planant, métaphysique, mystique. Le film pose justement la question de notre propre création. Et d'ailleurs, ça quelque part, il rejoint justement, comme tu le disais tout à l'heure, 2001. Voilà, moi je le trouve pas inintéressant, loin de là. En plus, techniquement, il est quand même hyper réussi. Mais c'est vrai qu'après, même si le film a marché parce que les Trekkies sont venus en masse en salle, ils ont été quand même déçus du résultat. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris ce contre-pied avec Star Trek 2 qui est totalement différent, qui est plutôt un film d'action avec une histoire assez basique de vengeance, que moi j'adore, comme je l'ai dit précédemment, pour plein de raisons. Mais encore une fois, je voulais juste défendre le premier Star Trek parce que il est loin d'être inintéressant et loin d'être raté. Ouais. Pour en revenir aux deux, il faut quand même qu'on parle de la performance de Ricardo Montalban, qui joue donc le rôle de Khan, et qui est absolument exceptionnel dans ce rôle. Et il en a fait un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, à mon sens. Et qui reprend en fait son rôle du 22e épisode de la première saison, donc en 1967, et qui jouait déjà donc le rôle de Khan, et qui avait été abandonné sur cette planète, et l'épisode s'appelle Les Derniers Tyrans. Khan, c'est un vrai personnage de pirate, parce que Star Trek 2, en fait, c'est un film de pirates, et un film de bataille de vaisseaux. D'un côté, on a l'Enterprise, avec le capitaine Kirk à la barre, et de l'autre côté, on a Khan, qui est à la tête du Reliant, le vaisseau qu'il a volé pour s'échapper. Et le film se résume donc à beaucoup de scènes d'action entre deux vaisseaux qui s'attaquent. Ouais, oui. Alors oui, il n'y a pas que ça dans le film, hein. Il y a aussi toute l'histoire autour du projet de Genesis. Alors, je ne vais pas raconter en détail, mais c'est un projet de génération, de régénération. Une planète. Pour rendre des planètes habitables. Enfin, d'un écosystème. Voilà ce qu'est en gros Genesis. En simplifiant, Genesis, c'est la vie provenant de l'absence de vie. C'est un processus nouveau par lequel la structure moléculaire est réorganisée au niveau subatomique en une matière génératrice de vie de masse égale. Notre intention est d'introduire le dispositif Genesis dans une zone préalablement sélectionnée d'un corps spatial sans vie, une lune ou toute autre forme morte. Le dispositif est mis en place, provoquant instantanément ce que nous appelons l'effet Genesis. La matière est réorganisée avec pour résultat d'engendrer la vie. À la place d'une lune morte, une planète qui vit et respire, capable de recevoir toutes les formes de vie que nous jugeons bon de déposer sur elle. C'est fascinant.
Quand on considère les problèmes cosmiques de population et de sous-alimentation, l'utilité de ce processus apparaît clairement. Merci de votre attention. Un projet qui fait d'ailleurs écho aux préoccupations environnementales actuelles, mais le film il se focalise finalement plus sur la rivalité entre le capitaine Kirk et Khan. Le but que je poursuis est simple. Je veux me venger, amiral. J'ai privé votre navire de puissance et quand j'aurai viré de bord, j'ai l'intention de vous priver de votre vie. Mais je voulais que vous sachiez avant tout qui était celui qui vous avait battu. Khan. Si c'est moi que vous voulez, alors épargnez mon équipage. Je me livre à vous. Je vous fais une contre-proposition. J'accepte ces conditions, mais seulement si, en dehors de votre chère personne, vous consentez à me remettre toutes les données et les matériaux faisant partie du projet dénommé Genesis. Alors c'est pas un film que j'ai découvert en VHS, c'est un film que j'ai vu pour la première fois sur la 5, sur Feu la 5, cette chaîne qui a disparu en 1992. Et en fait, à l'époque, la 5 donc passait les 3 premiers films en boucle toute la journée. Ouais. Moi, j'avais déjà vu le premier à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir donc le 2 et le 3. Mais c'est surtout le 2 qui m'avait scotché, et c'est un film que je revoyais en boucle à chaque passage. Hein, donc, il passait 3 à 4 fois par jour. Et les jours où j'étais scotché devant ma télé, je regardais le film 3 fois par jour. Comme je le disais en préambule, j'étais happé dès le départ, en fait, avec la première scène qui est celle du Kobayashi Maru. Ah. Alors, le Kobayashi Maru, pour la faire courte, c'est un test que passent les officiers, enfin les apprentis capitaines dans leur formation. Et dans l'histoire de ce test, seul Kirk l'a réussi. Et donc, cette scène, elle pose quelque chose déjà d'assez fort au départ. Et puis après, comme je le disais aussi au départ, il y a plein de scènes qui sont marquantes jusqu'au final, qui est absolument inoubliable. Putain, tu m'étonnes. Le Kobayashi Maru est un test qui provoque d'énormes ravages parmi les étudiants et les équipements. J'ai le souvenir que vous avez fait le test en question 3 fois, vous aussi. Et votre dernière solution était, on peut le dire, unique. Elle avait la vertu de n'avoir jamais été tentée. Je voulais aussi parler de la BO de James Horner, parce que sur le premier film, c'est Jerry Goldsmith qui a fait la zik, qui est très bien, hein, mais celle de James Horner, qui est totalement raccord avec cette nouvelle orientation, finalement, de la saga, qui est absolument magnifique. C'est une des premières BO, en tout cas, de première partie de carrière, qui est absolument fabuleuse aussi. Et moi, voilà, c'est un film que je revois aussi régulièrement. C'est mon Star Trek préféré. Après, moi, j'aime beaucoup le 4 aussi, le Retour sur Terre, quand ils reviennent au XXe siècle. C'est un film que j'aime beaucoup. Le 6, j'ai plus de réserve par rapport à vous. J'aime pas le 5, et le 3, je le trouve un peu chiant finalement, parce que c'est une continuité du 2, mais qui n'était pas forcément utile. C'était un prétexte, là je spoil complètement, mais c'était un prétexte à faire revenir Spock, parce qu'on l'avait tué à la fin du 2, mais bon bref. Ah là, toute l'histoire de la mort de Spock, en plus, parce qu'ils avaient communiqué là-dessus. Et en fait, ils ont reçu des tonnes et des tonnes de courriers parce qu'ils annonçaient la mort de Spock. Et même Nimoy a reçu des menaces de mort. Oui, parce qu'il faut dire que la mort de Spock, c'est à son initiative à lui, à Leonard Nimoy, parce qu'en fait, il ne voulait plus interpréter ce personnage-là. Pour lui, c'était la dernière fois qu'il le faisait, donc il voulait absolument que son personnage meure. Et donc, comme tu dis, après, il y a eu un tel shitstorm derrière que ils ont été obligés de monter rapidement derrière, d'ailleurs, un 3e film pour le faire revenir finalement. Star Trek 3, The Search for Spock, The Adventure continues. Bon, et toi, Mick, je sais que tu avais été particulièrement marqué par la fameuse scène des parasites qui rentrent dans les oreilles. Putain, tu m'étonnes. Moi, les bestioles qui rentrent dans les oreilles, ça m'a traumatisé, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc... c'est horrible, tu vois, à chaque fois, même quand je vois des perce-oreilles, des trucs comme ça, je suis affolé, parce que j'ai toujours cette impression-là. Et puis, dans les autres trucs aussi novateurs, il y a aussi toute une séquence en CGI à l'époque, assez longue, sur le prototype de la création de la planète Genesis, où on voit donc en image de synthèse, donc on est en 82, une lune qui devient chaude, un peu comme un soleil et tout ça, puis qui après laisse apparaître des montagnes, des trucs vallonnés, de la mer, etc. pour en fait elle soit habitable, quoi. Et c'est une longue séquence de CGI avec plein de passes et tout ça. C'est un véritable tour de force de ILM, encore eux, hein, parce que
tous les effets spéciaux des années 80, c'est tout le temps ILM qui est au centre des grosses innovations techniques, qui sont pas forcément de leur fait, mais qu'ils ont récupéré. Mais en tout cas, c'était le studio d'effets spéciaux de George Lucas qui permettait de faire ces prouesses-là. Et je sais que moi, j'avais été assez marqué, je pense que tout le monde a été marqué par ce truc-là, parce que c'était vraiment photoréaliste. On n'avait pas l'habitude de voir ça aussi bien et tout ça. Et c'était vraiment les balbutiements de l'image de synthèse au cinéma, comme on va le voir juste un peu après avec Tron, Starfighter et compagnie, quoi. Et sinon, le film, moi j'adore aussi. Je sais pas, mon cœur balance entre le 1 et le 2, parce que le premier, il y a des trucs que j'adore, Vidger, tout ça. Le côté mystique, il faudrait que tu le revoies, Thib, parce que le côté mystique, les effets spéciaux, ils sont terribles. L'aventure aussi du film, mais il est traînant. C'est vrai, il est traînant, etc. C'est pas Star Wars, c'est pas aussi mouvementé. Et c'est pas 2001 non plus, ça n'a pas cette puissance-là non plus. On est dans un entre-deux, mais il est vraiment... moi, j'aime bien ce film. Mais le 2... c'est plus comic book, action. C'est vraiment, on retrouve un peu la série. Moi, je l'avais vu en VHS, chez CIC Vidéo, et après revu, effectivement, j'allais en parler sur la 5 et compagnie, parce que c'était un peu incontournable, enregistré, collectionné, avec les jaquettes télécassettes et tout le bazar, voilà, évidemment. Donc aujourd'hui, le film, forcément, il est facilement trouvable, que ce soit sur support physique, en DVD, Blu-ray, et sur Paramount+, où il y a toute la saga Star Trek et toutes les séries qui ont suivi derrière. Et bien là, on va aller directement en Italie pour parler d'un film que j'aime beaucoup, évidemment, et je pense que vous allez en parler aussi. C'est un film qui en italien s'appelle Deliria et qui est connu sous le nom de Bloody Bird en France. Et c'est un film réalisé par Michele Soavi en 87. Il est même sorti le 11 mars 87, sur un scénario de George Eastman, qui est l'Anthropophagus, pour les connaisseurs, un truc d'horreur un peu moche, où le mec finit par se manger lui-même. Et puis produit par Joe D'Amato, grand réalisateur devant l'éternel, de cinéma qui tâche italien lui aussi. Et qui s'est spécialisé en fin de carrière dans le cinéma X. Ah mais ok, il s'est encanaillé le petit. Des titres. Je les ai pas en tête, je t'avoue. Menteur. D'ailleurs, tu parlais de George Eastman, alias Luigi Montefiore, qui incarnait l'anthropophage qui se mange lui-même. Et donc ce film, lui-même été réalisé par Joe D'Amato. Alors de quoi ça parle, Bloody Bird ? En gros, il y a un tueur qui vient de s'échapper d'une clinique psychiatrique et il arrive dans un théâtre. Et on est en pleine répétition d'un spectacle. Il y a une sorte de ballet contemporain comme ça. Et il va tuer la costumière. Et le metteur en scène va vouloir tirer profit du meurtre, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu cette nana, elle est morte, et il se dit tiens, ça va être une super publicité pour mon spectacle. Et donc en fait secrètement il enferme toute l'équipe et lui-même dans le théâtre pour les répétitions, mais lui il ne sait pas que le tueur rôde encore, et c'est un tueur qui dans le courant du film va porter une grosse tête de hibou assez impressionnante et qui met mal à l'aise, quoi. Donc pourquoi j'ai choisi ce film, c'est que c'est un film vraiment que j'ai découvert en vidéoclub. Oui, pourquoi ? Parce que je l'ai découvert en vidéoclub, toujours chez ma grand-mère, un samedi soir. Je crois que c'était mon oncle qui avait dû me le louer pour moi, je crois, ou un truc comme ça. Et rétrospectivement, c'est un peu le chaînon manquant entre le giallo et slasher, en fait. Le giallo, thriller transalpin, illustré par Mario Bava et Dario Argento, et puis le slasher, Vendredi 13 et compagnie. Globalement, on est à la croisée des deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des effets de style comme dans le giallo italien, c'est-à-dire vraiment des mouvements de caméra, des sensations un peu étranges, des lumières bariolées, de la musique
qu'on peut aimer ou pas, et puis une envie aussi de découdre du Jones assez fréquemment, quoi. Et il y a des ambiances vraiment étonnantes. Donc je parlais de cette tête de hibou sur le visage. Il y a une séquence qui est fameuse où tout le monde est mort à un moment donné sur la scène. Et lui, il est au milieu comme ça avec sa tête de hibou et il bouge pas. Assis sur son espèce de trône, avec cette caméra qui travelling, qui passe tous les morts en revue. Et lui, il est assis avec sa hache, je crois, dans mes souvenirs. Il est assis avec sa hache et il bouge pas. Et on sait pas s'il est mort, qu'est-ce qui se passe et tout ça, parce qu'on voit pas ses yeux, on voit que les yeux du hibou, quoi. Pétard, ça me revient effectivement. Ouais. Ah bah ouais, j'imagine, parce que ça c'est vraiment hyper frappant, quoi. Je l'ai pas revu depuis des années, donc j'avoue que j'ai à part la tête de hibou, là maintenant que tu en parles, je revois effectivement ce plan. Ouais. Après voilà, il a pas que des qualités et tout ça, il y a des trucs un peu foutraque, bon à l'italienne, quoi. Voilà, faut aimer ce style. Je sais que la dernière fois que je l'avais revu, j'étais un peu mi-figue mi-raisin, parce que je me suis dit tout n'est pas aussi nickel que dans mes souvenirs. Mais malgré tout, il y a quand même des tours de force techniques, des trucs de jeu avec une clé au premier plan, etc. Il y a un vrai suspense à la Hitchcock à des moments et tout ça, surtout sur toute la dernière partie. Donc il y a du suspense, des meurtres. Un peu comme dans Les Oiseaux, justement. Peut-être. La tête de hibou, les oiseaux. Humour. J'en ai d'autres. Donc ouais, du suspense, des meurtres graphiques, une ambiance vraiment de dingue par moment et tout ça. Et alors pour terminer, pour donner une petite info, c'est le premier film de Michele Soavi, donc qui est un ancien assistant réalisateur de Argento, Lamberto Bava et puis de Joe D'Amato justement. Et il va faire ensuite des films comme Sanctuaire, La Secte. C'est 2 films que je trouve pas mal, mais que j'aime moins bien que Bloody Bird personnellement. Et en revanche, il a fait un très beau Della Morte et Della Mort. Je l'adore, je suis fan de ce film. Ouais, il est super celui-là. Je pense qu'on en parlera un jour, hein, parce qu'il est vraiment, il est top, quoi. Plusieurs années après, il a fait un film de mémoire qui s'appelle Arrivederci Ciao Amor, un truc comme ça. Le titre exact, c'est Arrivederci Amore Ciao. Ah voilà, ouais, c'est ça. Et puis après, dans la fin de sa carrière, il a fait des sortes de téléfilms ou des direct-to-vidéo, il me semble. Il est un peu moins actif que dans les années 80 et 90, et c'était quand même un talent très prometteur. Mais reste quand même Bloody Bird et Della Morte et Della Mort est comme vraiment 2 films assez essentiels dans la filmo des films d'horreur italiens pour moi, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors c'est pas un film que j'ai découvert en VHS, je l'ai découvert sur Canal un samedi soir. J'ai toujours été friand du cinéma bis italien, et en plus à cette période-là, j'étais dans ma pleine période Lucio Fulci, Dario Argento, et c'est vrai que celui-ci, bon, il a plein de qualités, hein, plein de qualités artistiques, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses assez ringardes, assez kitschouilles dans le film, et notamment la musique, hein, qui est quand même qui fait saigner les oreilles. Mais non, sinon, ouais, c'est un film c'est une petite série B sympa, qui passe très vite, qui passe très bien. On sent quand même les moyens sont quand même assez limités, ça se sent tout le long du film. Mais non, ça se laisse bien regarder, c'est un bon slasher. Hein, pareil. C'est bien violent, en tout cas pour quand on est amateur de ce genre de film, on passe un bon moment. Et justement, quand on le voit, on se dit qu'avec des moyens en plus, on sent que Soavi s'est démerdé avec le peu de budget qu'il avait, et finalement il se démerde plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de trouvailles visuelles, comme tu le disais, mais avec des moyens en plus et surtout un meilleur casting, parce que vraiment ils jouent tous comme des patates, hein, dans ce film. Ça aurait pu être un vrai grand film d'horreur, un grand slasher, quoi. Je fais juste une aparté sur George Eastman, qui est à la base un acteur. Donc on le disait tout à l'heure, c'est celui qui incarnait l'anthropophage dans le fameux film de Joe D'Amato, et c'est lui-même qui se cache derrière le masque de hibou. Alors, vous m'énervez depuis, je suis désolé, je vais faire mon ornithologue, mais c'est pas un hibou, hein, c'est une chouette, hein, je vous le dis comme ça. C'est une mais chouette. bon, parce que ça c'est des trucs, il y a un moment, il va falloir arrêter. Hein. C'est une chouette effrayée même. Alors, sous le masque de la chouette, donc, se cache George Eastman. Ça, je savais pas que c'était lui sous le masque. Alors, George Eastman, c'était l'acteur fétiche de Joe D'Amato, donc celui qui produit ce Bloody Bird. Et parmi tous les films qu'ils ont tournés ensemble, il y en a un qui s'appelle Horrible. Horrible, ouais, bah oui. Le titre anglais, c'est Absurde, ce que vous voulez. Alors, pourquoi je parle de ce film ? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de similarités entre Bloody Bird et Horrible.
Parce que Horrible, en fait, c'est l'histoire d'un homme, pareil, très imposant, qui est un fou, qui s'échappe d'un hôpital psychiatrique et qui va perpétuer un nombre conséquent de meurtres, tous plus horribles, donc, les uns que les autres. Le film est extrêmement gore, et moi, je dirais presque que Horrible est un peu la préquelle, finalement, de Bloody Bird. Parce que ça pourrait être le cas, hein. Le mec s'échappe de l'hôpital, il tue tout le monde sur son passage, et ensuite il pourrait débarquer dans cette salle de théâtre, de répétition de théâtre, et ça pourrait être la suite, quoi. Bref, tout ça pour dire que Bloody Bird, c'est un peu l'un des derniers films de cette période de l'exploitation, des films d'exploitation italiens qu'on pouvait voir, qui pullulaient dans les salles au début des années 80. Parce qu'après, avec la montée en puissance de la télévision, notamment celle de Berlusconi, en fait, le cinéma, il a été un peu délaissé, même complètement délaissé en Italie. Et donc, tout ce cinéma-là a disparu, tous ces films de genre ont peu à peu disparu, et il y a plein de réalisateurs qui ont été obligés, comme Lamberto Bava, à aller travailler à la télévision pour faire des téléfilms. Sinon, il y avait plus de boulot, quoi. Et toi, Tib ? Alors moi, je m'en souviens plus trop, mais j'avais quand même je me rappelle quand même une ambiance d'un truc quand même assez efficace quand même, avec une qualité graphique assez prononcée. Donc, et puis bon, c'était pas débile au niveau des réactions des personnages. Et puis rien à faire. Ce masque de chouette effrayé est absolument magnifique. Je sais pas comment, si c'est fait vraiment avec des plumes et tout, on dirait vraiment, parce qu'il est beau. Il est gros, il est imposant, c'est étonnant. Bon, le mec devait vraiment rien voir là-dedans. Mais je reviens juste sur Michele Soavi. Donc c'était son premier film, comme tu l'as dit. Et en fait, il était un peu effrayé avant de le faire, mais comme en fait on l'a un peu poussé à le faire, à lui dire allez vas-y fais-le, t'as été assistant réel, c'est entre guillemets c'est ton moment. Il s'est lancé, mais il y est quand même allé un peu en freinant. Et toujours à propos de Michele Soavi, en fait, avant d'être assistant réalisateur, il était acteur en fait. Et on l'a vu, il jouait énormément de petits rôles dans des séries B italiennes, dans des films de genre italiens et des films d'horreur et des films d'action. On l'a vu notamment dans Frayeur de Lucio Fulci, on l'a vu dans Cobra de Enzo Castellari, il y est dans Horrible de Joe D'Amato aussi. Bref, il est dans toute cette... il a un petit rôle aussi dans Blast Fighter, l'exécuteur de Lamberto Bava. Voilà, il était en fait, c'était quelqu'un qui traînait beaucoup dans ce milieu du cinéma de genre italien, d'horreur, d'action italien, qui était très prolifique dans la fin des années 70 et au début des années 80. Mais il y a un truc qui est vraiment... très sympa, c'est que comme c'est dans le milieu du spectacle, on voit aussi un peu de danse, il joue avec ça, c'est vachement sympa, parce que finalement il n'y a pas tant de films comme ça qui mêlent horreur et ça. Alors vous allez me sortir Phantom of the Paradise évidemment, mais justement on n'en a pas parlé, mais Bloody Bird c'est clairement inspiré en tout cas Soavi c'est clairement inspiré de Phantom of the Paradise pour ce film. Mais il y a quand même une patine sur le film assez intéressante. Alors quand je l'ai découvert, moi, je faisais pas la différence entre un très bon film et puis Démon 1 et Démon 2 par exemple. Donc voilà, c'est après coup que j'ai commencé à voir quand même qu'il y avait quand même des petites scories. Mais celui-là, je vais pas vendre un chef-d'œuvre, hein. Il y a quand même des trucs qui fonctionnent moyen et tout ça, mais franchement il a une bonne patate. Je le conseille vivement, et spécifiquement à tous les amateurs de films d'horreur des années 80, c'est à voir quoi. Alors moi, je vais vous parler d'une série B américaine, une série B de science-fiction qui s'appelle Dark Angel. Ouais. Je suis venu en paix. C'est exactement ça. Alors, Dark Angel, c'est une série B. C'est un film un peu foutraque parce que c'est un buddy movie avec du fantastique, de la comédie, de l'action. C'est hyper foutraque. Donc, c'est avec Dolph Lundgren en vedette, qui est un coéquipier qui est joué par Brian Benben. Alors, je vous résume rapidement l'histoire. Il y a un méchant extraterrestre qui débarque sur Terre. Et qui est venu sur notre planète pour fabriquer une sorte de drogue de l'espace. Alors comment il la fabrique ? Il injecte dans le corps des humains de l'héroïne à l'aide d'un espèce de câble sur lequel au bout il y a une seringue. Et ensuite, donc l'humain fait une overdose et ensuite il aspire le sang du cerveau de l'humain qui est donc mort de l'overdose. L'héroïne stimule les pituitaires pour fabriquer l'endorphine.
L'endorphine, ce sont des hormones qui créent un état de bien-être incroyable. Une extase naturelle. Alors si tu fais un trou à un mec là et que... Oui, théoriquement, tu devrais trouver la drogue parfaite. Il est aussi poursuivi par un autre extraterrestre qui lui est un espèce de gentil extraterrestre qui essaie de le choper, et en parallèle donc il est poursuivi par Dolph Lundgren qui est un policier humain et qui a un coéquipier qui est joué par Brian Benben qu'on a vu dans la série Dream On. Et donc tout ce duo plus le gentil extraterrestre se mettent à la poursuite de ce méchant extraterrestre, ce dealer de l'espace. Je crois qu'on a affaire à des étrangers mais pas de Mexico. En fait ils sont deux. Il y en a un qui est le tueur et je crois que l'autre est de notre côté. Je vais vous dire une bonne chose. Vous travaillez très dur. Votre esprit et votre corps ont besoin de repos et ça, c'est tout à fait normal. Non, attendez, écoutez-moi 2 secondes. Ce qu'il vous faut, c'est un psychiatre. Il en faut bien un pour commencer. Pour commencer quoi? Hein? Commencer à voir des martiens? Hein? Vous n'avez aucune preuve. Personne ne vous croira. On va aller voir Malone. C'est votre job qui est en jeu, allez-y. Qu'est-ce que vous allez lui raconter? Qu'on court après des dealers qui viennent des fins fonds de l'espace, hein? C'est complètement what the fuck, mais c'est bourré d'action, c'est de la pure série B comme on aimait en voir dans les vidéoclubs. Exactement, d'ailleurs, tout à fait. Alors donc c'est un film que j'ai découvert en VHS, je l'avais loué au vidéoclub, c'était sorti chez CBS Fox. Donc c'est comme je le disais, c'est un buddy movie complètement what the fuck, hyper fun, assez court. C'est réalisé par Greg Bexley. Alors Greg Bexley, il a tourné quelques petites séries B aussi dans les années 80, comme Action Jackson. Avec Carl Weathers, le Creed originel en fait de la saga Rocky. Voilà, c'est une petite série B qui a été écrite, c'est l'un des premiers scénarios de David Koepp. Alors David Koepp, pour ceux qui ne connaissent pas son nom, c'est quand même le mec qui est derrière les scénarios de Jurassic Park, Spider-Man, L'Impasse, Panic Room, La Guerre des Mondes, et j'en passe, et des meilleurs. Enfin, c'est un grand scénariste. Et donc, en plus, il a pas dû assumer ce premier scénar qui est quand même assez spécial, parce qu'il l'a signé sous le nom de Leonard Mass Jr. Voilà, donc ça ne l'a pas empêché derrière d'avoir une belle carrière de scénariste. Voilà, moi c'est une série B que j'aime bien, qui est plutôt rythmée, qui est assez fun à regarder, même si c'est, comme je le répète, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, c'était parfait pour un samedi soir, et il est ressorti il y a peu de temps chez un petit éditeur en Blu-ray, et voilà, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un bon petit moment, et puis ça sent bon les années 90, ça sent bon le vidéoclub, tout ça. Avec un Dolph Lundgren brun, ce qui est quand même pas courant. Il est brun, j'ai une explication pourquoi il est brun dans ce film-là. Parce qu'en fait, juste avant, il avait tourné Punisher. Et dans Punisher, il est brun aussi. Il est brun. Et il avait gardé sa teinture de Punisher pour Dark Angel. Je sers la loi, comme vous. Et en plus, il est bilingue. Arrêtez-le vite. Qu'est-ce qu'il veut? Du Blarcy. Une drogue inestimable. D'où je viens. C'est quelque chose d'illégal. Que vous appelez endorphine. Un dealer. Une saloperie de dealer. Je note, mais j'arrive pas à croire que c'est vrai. Il tue votre peuple par milliers pour avoir la drogue moins chère. Oh. Et d'où vous dites que vous venez? Abattez-le vite. S'il repart d'ici, d'autres viendront après. Et ce sera un carnage. Détruisez-le. Et vous, quel souvenir vous en avez? Moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Je l'ai pas revu depuis des années, mais c'était ce film qui était quand même bien marrant, bien fun, comme tu dis, typiquement film de VHS. Ça me fait penser aussi à cet autre film qui est The Hidden, qui était un peu le même scénar, oui, un peu le même genre d'idée avec les deux flics, parce que pareil, il y avait deux extraterrestres qui s'affrontaient, voilà, un peu méchant et gentil. Alors c'est un peu plus ambigu dans Hidden, mais... Ouais, voilà, c'est ça, c'est que dans le Hidden de Jack Sholder, c'est quand même un niveau un grand cran au-dessus quand même. Oh, tout de suite. C'est pas parfait non plus, mais c'est quand même mieux que Dark Angel. Eden, c'était très sympa, mais c'était un peu enfin, il faut le revoir. Moi je l'ai revu il y a 2-3 ans, c'est quand même quand je l'ai revu, c'est dur, hein. Ça pique, ça pique fort, et ça a pris un gros coup de vieux. Après je dis pas que Dark Angel a pas pris un coup de vieux, mais peut-être que finalement Dark Angel a pris moins ce coup de vieux que The Hidden, presque. Écoute, j'osais pas le dire, mais je suis d'accord.
ok, bon, alors ok. Moi, je l'ai pas revu depuis des années, Dark Angel, donc difficile à dire. Je sais que ça sent les 80s à mort et tout ça. Je pense à des néons. D'ailleurs, il envoie des espèces de CD là. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui. J'allais en parler, c'est des mini CD qu'il envoie comme des armes. C'est complètement pourri, mais et on les voit voler en caméra subjective. C'est assez fun. Enfin, voilà, moi je dis que c'est fun parce que c'est complètement con, mais c'est hyper fun à regarder quand même. Moi, j'ai pas mal de souvenirs de cette époque-là aussi, quand il est sorti. Déjà, on l'a loué ensemble. Je crois qu'on l'a reloué pour le copier, en fait, pour l'avoir, parce que je sais que toi et moi, on l'avait en copie. Je me revois en train de me balader avec mon cartable rose et noir et le magnétoscope de mes parents pour aller chez toi pour le copier. Et on se les matait, mais un nombre incalculable de fois. Il était pratique parce qu'il rentrait sur les cassettes de 180 minutes et on pouvait mettre un autre film après ou avant. Ouais, c'est bourré d'action, c'est sympa. J'aime bien le duo entre Dolph Lundgren qui est un peu pâteau comme ça et puis l'autre qui est un peu fluet, son acolyte un peu pincé, un peu bourgeois sur les bords, etc. Et ça fonctionne assez bien. Enfin, c'est vraiment tout. Ça coche toutes les cases, à mon souvenir, ça coche toutes les cases du buddy movie des années 80, matinée. De fantastique science-fiction un peu vaguement horrifique et tout ça. On sent que ça lorne quand même un peu du côté de Predator aussi, hein, un peu. Mais c'est sympa. Donc ne pas confondre avec... parce qu'il y avait une série, je crois, qui était sortie, qui s'appelait Dark Angel, donc faut pas confondre. Hein. Produite par James Cameron, avec Jessica Alba. Donc, mais ce n'est pas du tout le même sujet. Oh, je suis venu en paix. Et tu vas nous la foutre, la paix, maintenant, connard. Voilà, on ferme provisoirement les portes de notre vidéoclub, mais on se retrouve très vite pour un nouveau retour sur des films qui ont marqué nos années VHS. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.